Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Ce roi se levait chaque matin devant son courtisan et transformait ses repas en spectacle. Mais derrière cette étiquette fascinante se cache l'histoire du monarque le plus puissant d'Europe. Comment Louis XIV a-t-il transformé la France en superpuissance ? Découvrez l'incroyable stratégie du roi Soleil qui a fait de la France la première puissance européenne pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage absolument hors norme, un des monarques les plus fascinants de l'histoire, Louis XIV. Et tout part de cette question, une question centrale. Comment un gamin de 5 ans, humilié, forcé de fuir sa propre capitale, a-t-il pu devenir le maître quasi incontesté de toute l'Europe ? Parce que son histoire, ce n'est pas juste celle d'un règne, c'est l'histoire d'une transformation radicale du pouvoir, une transformation qui prend racine dans un traumatisme d'enfance. Alors pour bien comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut absolument revenir à l'enfant. C'est là, dans ses premières années, que tout s'est joué. Regardons un peu cette chronologie, c'est assez vertigineux. Déjà, sa naissance en 1638, c'est un miracle, un don de Dieu après plus de 20 ans d'attente. À peine 5 ans plus tard, le voilà roi. Et puis, à 10 ans, patatras, le royaume implose. C'est le début de la Fronde, une véritable guerre civile où les grands nobles se retournent contre l'autorité du jeune roi. C'est vraiment là, à ce moment précis, que tout bascule. Imaginez la scène, le jeune roi, en pleine nuit, obligé de s'enfuir de Paris. C'est l'humiliation suprême. Cet événement va le marquer au fer rouge pour le restant de ses jours. Et de cette nuit terrible va naître une obsession, une seule. Ne plus jamais, jamais être faible. Ne plus jamais être à la merci de qui que ce soit. Le contrôle absolu. Voilà ce qui va devenir la quête de toute sa vie. Alors, avec cette détermination de fer, Louis XIV ne va pas se contenter de régner. Non, il va carrément réinventer l'État pour le façonner à sa main, pour le plier à sa seule volonté. On va voir maintenant comment il a construit, brique par brique, cette incroyable machine de pouvoir. On est en 1661. Mazarin, son mentor et Premier ministre, meurt. Et là, Louis, qui n'a que 23 ans, convoque son conseil et lâche une bombe. À partir de maintenant, il gouvernera seul. C'est de là que vient cette phrase célèbre « L'État, c'est moi ». Alors qu'il l'ait vraiment prononcée mot pour mot ou pas, peu importe, elle résume parfaitement sa pensée. Le roi et l'État, c'est une seule et même chose. Mais attention, régner seul ne veut pas dire être isolé. Il va s'appuyer sur des instruments d'une efficacité redoutable. D'abord Colbert, le génie des finances, qui va lui donner les moyens de ses ambitions, l'argent, le nerf de la guerre. Ensuite, Louvois, le maître de la guerre, qui va lui bâtir l'armée la plus puissante d'Europe. Et puis, Versailles. Versailles, c'est son coup de génie politique. Une cage dorée spectaculaire pour y enfermer et neutraliser tous ses rivaux. Et là, on voit vraiment l'efficacité incroyable de sa stratégie. Pensez-y, les mêmes grands seigneurs qui, pendant la Fronde, prenaient les armes contre lui, eh bien maintenant, à Versailles, ils se battent pour avoir l'honneur de lui tenir son bougeoir ou de lui présenter sa chemise. C'est incroyable. Il a transformé des menaces politiques mortelles en simples courtisans, des pions dociles, dont la seule obsession est d'obtenir une faveur royale. Ok, maintenant qu'il est le maître incontesté chez lui, Louis XIV peut enfin se tourner vers l'extérieur. L'heure est venue de faire briller la puissance française sur toute l'Europe. On entre dans l'apogée du roi Soleil. 400 000. C'est un chiffre qui donne le vertige. 400 000 soldats professionnels dans son armée. C'est tout simplement du jamais vu en Europe à l'époque. Et cette machine militaire, c'est l'outil qui va lui permettre d'imposer sa volonté au continent tout entier, de mener sa grande politique de gloire. Et cette gloire, pour Louis XIV, elle se gagne sur les champs de bataille. Elle s'écrit avec le sang et l'acier. Chaque guerre, chaque conquête, chaque victoire vient renforcer son image de roi soleil et asseoir la domination française. Le reste de l'Europe, au début, est fasciné, puis, très vite, commence à avoir peur. Une peur bien réelle. L'ambition de Louis est sans limite. Son absolutisme ne s'arrête même pas aux portes de l'Église. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme. En gros, il affirme que sur le sol français, c'est le roi et non le pape à Rome qui a le dernier mot sur les affaires religieuses. Le contrôle doit être total, partout, tout le temps. Et la conclusion logique de tout ça, la voilà, un roi, une loi, une foi. Pour que l'unité du royaume soit parfaite, il ne peut y avoir qu'une seule religion. Et donc, en 1685, il prend une décision terrible. Il révoque l'édit de Nantes.
D'un trait de plume, il met fin à près d'un siècle de tolérance religieuse envers les protestants. Mais le prix à payer pour cette unité forcée est exorbitant. On estime que 200 000 protestants, les Huguenots, sont contraints de fuir la France. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était souvent des artisans, des commerçants, des intellectuels très qualifiés. C'est une véritable hémorragie de talent et de richesse, une perte sèche qui va peser sur le royaume pendant des décennies. Et là, c'est le retour de bâton. La puissance française est devenue trop écrasante, l'ambition du roi Soleil est perçue comme une menace pour tous, et à force de vouloir tout dominer, il a fini par réussir quelque chose d'impensable, unir quasiment toute l'Europe contre lui. Regardez un peu qui se ligue contre lui. L'Angleterre, le Saint-Empire germanique, les Provinces unies, l'Espagne, la Suède. C'est simple, c'est presque tout le monde. En fait, par sa propre politique, Louis a lui-même créé cette coalition gigantesque qui n'a plus qu'un seul but, le mettre à terre. Les guerres qui arrivent vont être les plus terribles de son règne. Et pendant que l'armée française se bat sur toutes les frontières, à l'intérieur du royaume, c'est le drame. La famine s'installe exacerbée par l'effort de guerre. Le bilan est effroyable, près d'1 million de morts. Ce chiffre, il montre la première grande fissure dans l'armure du roi Soleil. Il peut bien commander la plus grande armée d'Europe, mais il ne peut rien contre un hiver terrible et les conséquences de ses propres guerres. Et comme si ça ne suffisait pas, comme si le royaume n'était pas déjà exsangue, un dernier conflit éclate. C'est le plus long, le plus coûteux, le plus dévastateur de tous, la guerre de succession d'Espagne. Pendant 13 longues années, toute l'Europe est à nouveau à feu et à sang. Et cette fois, la France est vraiment poussée au bord du gouffre. On entre maintenant dans les dernières années du règne. Des années sombres marquées par la guerre, par l'épuisement du pays, mais aussi par une série de drames personnels. C'est le crépuscule du roi Soleil, le moment de commencer à regarder l'héritage qu'il laisse. La mort va frapper sa famille avec une brutalité incroyable. C'est une hécatombe. En à peine 1 an, le vieux roi, qui a plus de 70 ans, voit mourir son fils, l'héritier du trône, puis son petit-fils, le suivant dans la lignée, puis son arrière-petit-fils aîné. Tout d'un coup, l'avenir de la plus grande dynastie d'Europe ne repose plus que sur les épaules d'un enfant de 5 ans, son autre arrière-petit-fils. La paix finit par être signée, avec les traités d'Utrecht. Louis XIV réussit à sauver les meubles. Son petit-fils reste bien sur le trône d'Espagne. Mais c'est une paix au goût amer. La France est à genoux. Et surtout, ces traités instaurent un nouveau principe en Europe, l'équilibre des puissances. C'est-à-dire que plus jamais une seule nation ne devra devenir aussi puissante que la France de Louis XIV. C'est la fin du grand rêve d'hégémonie française. Et puis viennent ces derniers instants. Sur son lit de mort, le roi fait preuve d'une lucidité assez incroyable. Il regarde son héritier, le futur Louis XV, un enfant de 5 ans, et lui dit « Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. » C'est un aveu extraordinaire, non ? L'homme qui a incarné la gloire et la guerre pendant 72 ans reconnaît le poids de ses propres passions. Alors au final, quel bilan tirer ? C'est toute la complexité du personnage. D'un côté, il laisse un État français centralisé, moderne, efficace. Il laisse une culture française si rayonnante que toute l'Europe se met à parler français. Mais de l'autre côté, il laisse un royaume épuisé financièrement, écrasé de dettes et avec des tensions sociales si fortes qu'elles finiront par exploser quelques décennies plus tard. La question reste donc posée, et elle est immense. Louis XIV, grand architecte de l'État moderne, ou tyran glorieux qui a saigné son pays pour satisfaire ses ambitions ? Peut-être un peu des deux en fait. Une chose est sûre, son règne, par sa démesure et ses contradictions, n'a pas fini de nous fasciner et de nous interroger. Louis XIV aura marqué l'histoire comme aucun autre roi. De roi enfant humilié par la Fronde à maître absolu de l'Europe, il a transformé la monarchie française et créé le modèle de l'État moderne. Versailles, ses guerres, ses amours, sa gloire, ses contradictions, tout chez lui était démesuré. Le roi Soleil reste et restera l'un des rois les plus étudiés de notre histoire. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.